Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à Bercy. Bienvenue pour cette 11e conférence des entrepreneurs. On va parler aujourd'hui de la révolution de l'éducation et de la formation pour conquérir le 21e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui on est adapté aux changements qui s'annoncent? Est-ce que le système éducatif français correspond aux besoins du marché? Et surtout, comment doit-on se transformer encore plus avec l'arrivée du digital et de l'intelligence artificielle? Pour en parler, je voudrais ouvrir cette conférence grâce à deux personnalités, à deux présidents qui ont fait un partenariat pour cette 11e édition, un partenariat entre Citizen Entrepreneur et 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui rapproche l'entreprise et l'esprit d'entreprendre avec l'école et les grandes écoles. Je voudrais accueillir Grégoire Saintilly, président de Citizen Entrepreneur, du G20 des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs pour la France et de Nextage Asset Management, et Philippe Ayat, président fondateur de 100 000 entrepreneurs et associé fondateur de Serena Capital. Sous vos applaudissements. Grégoire Saintilly, merci en tout cas d'avoir organisé une année de plus cette magnifique conférence. Chaque année, il y a un thème différent. Et la nouveauté, c'est le partenariat. Un partenariat pour l'instant assez distant, visiblement. Si pas tant que ça, pas tant que ça. On voit la distance entre vous. Alors, pourquoi cette nouveauté, ce partenariat? Rapprochez-vous, je sais que vous êtes proches dans la vie. En fait, quand on a créé Citizen, on a grandi ensemble, en fait, 100 000 entrepreneurs et Citizen Entrepreneur, puisque Citizen Entrepreneur a été créé en 2007 avec l'objectif qui était de promouvoir le rôle de l'entrepreneur et la culture entrepreneuriale. Et la culture entrepreneuriale, c'est très simple, ça passe par la formation et ça passe par l'éducation. Et on n'a pas cessé depuis 11 ans maintenant d'échanger sur ces thèmes-là. Et pourquoi ce partenariat avec 100 000 entrepreneurs? D'abord parce qu'on est dans un monde d'architecture ouverte et parce qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur le terrain par 100 000 entrepreneurs depuis maintenant plus de 10 ans et qu'on pensait qu'il était essentiel de se mettre dans une configuration dans laquelle on partage nos expériences, à la fois nos espoirs, mais aussi nos inquiétudes par rapport à ce qui se passe dans un monde qui n'est pas simplement le monde de l'extérieur, mais qui est aussi le monde de l'éducation, qui est en pleine mutation, et d'abord pour des raisons technologiques. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on embarque tout le monde là-dessus. Philippe Ayat, vous êtes intervenu quasiment chaque année dans cette conférence. Ça ne vous suffisait pas? Il fallait... En fait, on s'est rencontrés... bonjour à tous d'abord. Je suis ravi aussi de voir tous ces jeunes qui sont autour de nous. On s'est rapprochés il y a plus de 10 ans avec Grégoire sur un certain nombre d'idées. La première idée, on était d'abord deux entrepreneurs qui faisions nos affaires, l'un et l'autre. Et on a toujours eu l'impression que le rôle d'un entrepreneur, au-delà de créer des entreprises, de les développer, de créer des emplois et de payer des impôts, ce qui est déjà énorme. C'est pour ça que je n'ai jamais complètement compris la différence entre entrepreneur et entrepreneur social. En fait, il me semble que la plupart des entrepreneurs sont sociaux puisqu'ils permettent aux gens de grandir autour d'eux. On s'est dit, mais un entrepreneur, c'est pas seulement ça. Un entrepreneur, c'est aussi un passeur d'expérience. Et on a vécu un certain nombre de choses dans nos vies. C'est bien d'en faire profiter les autres, et notamment ces jeunes. Donc, on s'est d'abord réunis autour de cette idée-là. Alors, quand je dis ces jeunes, c'est pas parce que nous sommes vieux. On se sent de plus en plus jeunes chaque année. Mais enfin, voilà, il y a quand même une question de biologie. Donc, on a envie de tendre la main à cette nouvelle génération. La deuxième chose sur laquelle on s'est rejoint, c'est qu'on est amoureux de ce pays. On est viscéralement amoureux de ce pays. On pense que ce pays a du génie, à la fois au niveau de la culture, au niveau de l'innovation, du rôle qu'il a dans le monde. Donc, on ne peut pas se résoudre à ce que ça devienne un pays de seconde zone. Ça aussi, ça nous a beaucoup rapprochés. La troisième chose, c'est peut-être une façon de voir la vie. On n'oppose pas. On n'a jamais opposé. On est résolument à voir le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. On pourrait passer sa vie à décrire tout ce qui ne va pas. Nous, on préfère s'appuyer sur ce qui va bien, sur les forces de ce pays, et à partir de ces forces-là, faire levier pour que ça aille encore mieux. Donc, on n'a jamais opposé. On n'a jamais opposé la fonction publique du privé. On n'a jamais opposé l'école du monde de l'entreprise. On n'a jamais opposé les grands groupes des PME. On pense que sur certains sujets, comme ceux dont on parle, c'est-à-dire notre jeunesse, nos enfants, l'innovation, l'entrepreneuriat,
on pense qu'on doit se rejoindre et que les bonnes volontés doivent se rejoindre sur ces questions-là. Alors voilà, et puis on est des gens très opérationnels par notre métier d'entrepreneur. Donc quand on dit des choses, on a envie que ce soit mis en application. Et ça aussi, ça nous rapproche chaque année depuis 10 ans. Alors, on vous entendre un petit peu plus longtemps dans quelques instants, mais avant, puisqu'on est là pour parler d'entrepreneuriat, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Jonathan Angelov, qui est cofondateur d'Aircall, qui a aussi été membre de la délégation du G20 des jeunes entrepreneurs, qui s'est réuni à Buenos Aires cette année. Chaque année, le G20 des entrepreneurs se réunit là où a eu le G20 quelques jours avant et fait une liste de recommandations dont on parlera tout à l'heure. En début d'après-midi. Je voudrais qu'on l'entende aujourd'hui. Il a eu une éducation subie et malgré cette éducation, visiblement qu'il n'a pas choisie, on va l'entendre, il en a fait un atout et il a réussi à créer une entreprise et être dans la voie qu'il souhaite. On entend tout de suite ce jeune entrepreneur. Bonjour à tous, je suis Jonathan, j'ai 31 ans. J'ai fondé Aircall il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On est un software de téléphonie pour les entreprises. Donc on permet à quelle que soit l'entreprise et où qu'elle soit dans le monde de créer toute sa téléphonie en quelques minutes. On est un peu plus de 180 personnes aujourd'hui dans le monde. On a des bureaux à Paris et à New York. Et on ambitionne de devenir la future unicorn française. Ma formation est un petit peu atypique. J'ai fait un bac technologique, alors que la plupart de mes copains allaient dans des bacs généraux. Pourquoi j'ai fait un bac technologique? Parce que c'est mes profs qui m'avaient proposé de le faire et il semblait que je n'avais pas le niveau pour aller en bac général. Par la suite, c'est vrai que mon ambition a toujours été d'être parmi les meilleurs. J'ai toujours voulu réussir dans la vie et pour moi la réussite était, quand on est jeune, les études. Donc je me suis accroché à mes études et donc j'ai fait après un DUT. C'est vrai que j'avais toujours cette ambition de réussir et d'aller plus haut et je lisais dans les magazines, je lisais partout qu'il fallait faire un master pour ça. Donc j'ai fait d'abord mon DUT, qui était une formation très intéressante et qui m'a permis déjà d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce que je voulais faire plus tard. Puis par la suite, j'ai continué et j'ai voulu faire une école de commerce prestigieuse. Et donc j'ai fini à l'ESCP pour finir mon master. Et c'est vrai qu'un prof un jour m'a pris de côté, il m'a dit: écoute Jonathan, tu es le premier élève qu'on a à l'ESCP qui a fait un bac technologique. Alors évidemment j'ai eu une fierté à ce moment-là, mais j'ai surtout eu une déception un petit peu de la manière dont était faite notre formation en France, de la manière dont on peut être orienté, puisqu'on ne nous valorise pas, on nous met dans des cases très tôt. Donc à tous les étudiants qui sont là aujourd'hui, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit, n'écoutez que vous. La seule chose qui fera la différence plus tard, ça sera votre ambition de réussir et votre ambition de faire les choses. Je pense qu'il est aujourd'hui primordial de changer la manière dont l'enseignement est fait à l'école. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est encore sur un modèle qui date des années 60-70 et l'école ne forme pas au métier de demain. Je le vois tous les jours chez Aircall, on recrute des étudiants, de jeunes diplômés et finalement on se rend compte qu'ils n'ont pas appris à l'école les besoins qu'une entreprise a comme Aircall. Donc il faut qu'on change ça, on doit s'adapter au monde au XXIe siècle et surtout à ce que les entreprises attendent depuis plusieurs années. Ayez confiance en vous, soyez toujours positif et optimiste. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit. Et il y a une phrase en anglais qui résume bien cette ambition que j'ai eue, c'est « Hard work beats talent when talents fail to work hard ». Ce qui veut dire globalement que travailler dur permettra de mieux réussir que quelqu'un qui est juste talentueux. Donc croyez en vous, battez-vous et allez de l'avant. Voilà donc pour ce témoignage qui donne beaucoup d'énergie en ce début de matinée. Il le dit, il pose clairement le débat qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que le système éducatif, l'école en particulier, doit s'adapter au monde qui évolue. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, Philippe Ayat ? Alors peut-être un mot pour répondre à cette question, un mot sur 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs, on a démarré il y a 10 ans. Avec une idée toute simple. On s'est demandé comment on pouvait donner aux jeunes l'envie de prendre leur vie en main. Et la façon la plus naturelle qu'on ait trouvée, c'est de faire témoigner des entrepreneurs dans les classes, puisque par la force du témoignage, par la force de l'exemple, quand l'entrepreneur vient raconter son aventure,
l'élève ou le collégien ou le lycéen ou l'étudiant en face de lui se dit « Tiens, ben lui, il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Et on voulait donc transmettre cette envie de prendre sa vie en main. Et on a commencé sur un établissement, 2, 5, 10. Et 10 ans plus tard, on a sensibilisé 1,5 million de jeunes à ce bonheur d'entreprendre. Et chaque année scolaire, on en sensibilise 60 000, 70 000. Il y a une vingtaine d'interventions chaque jour, quelque part, dans un établissement en France. Donc voilà, en 10 ans, on est passé de 0 à 2000 interventions, 70 000 jeunes sensibilisés par an. 10% quasiment, presque, 10% d'une classe d'âge. Alors, on pourrait se dire, partant d'une page blanche, c'est bien, on s'en satisfait, pas du tout. On a beaucoup plus d'ambition que ça. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment... alors, on a fait, en 10 ans, on est passé de 0 à 10% d'une classe d'âge. Comment on passe, dans les toutes prochaines années, de 10% à 100% d'une classe d'âge? Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui chez 100 000 entrepreneurs. Pourquoi est-on si stressé d'avancer? Parce que le monde change très vite. Quand je regarde les jeunes qui nous entourent, qui sont au lycée ou en enseignement supérieur, eh bien, parmi eux, il y en a 2 sur 3 qui exerceront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Et on voit ces métiers qui évoluent très très vite. On voit ces formations qui, en 1 an, 2 ans, deviennent obsolètes dans plein de domaines, notamment dans tous les métiers du digital, dans le web marketing, dans l'analyse des données, etc. Donc, il faut que quelque part, on aille plus vite que le rythme naturel des programmes, de l'enseignement, de l'éducation. Il faut qu'on donne des boosters par rapport à ça et qu'on apprenne et qu'ensemble, on se dise comment vous rendre agile, comment vous rendre sensible au métier de demain, comment vous donner envie de prendre votre vie en main, comment faire pour que vous sachiez sauter les haies qui se présenteront devant vous tout au long de votre vie professionnelle. Et vous êtes bien accueillis par les professeurs, par l'éducation nationale en général? Alors, ou est-ce oui, qu'il y a des résistances Alors en fait, comme partout, il y a des enseignants formidables qui nous accueillent et qui nous demandent d'intervenir. Il y en a qui ne nous accueillent pas. Ensuite, dans l'administration de l'éducation nationale, on travaille très très bien avec les rectorats, les inspections d'académie et on est sensibilisé de la même façon à l'importance de ce qu'on fait. Je dois dire quand même que nous aussi, on a dû faire évoluer nos métiers chez 100 000 entrepreneurs. C'est-à-dire que sur les 10 premières années, l'important pour nous était de dire à un jeune, tu peux prendre ta vie en main. Nous, entrepreneurs, on te raconte ce qu'on a fait. Il n'y a pas de fatalité. Où que tu sois né, que tu sois un homme ou une femme, quelles que soient tes origines, toi aussi, tu peux entreprendre comme l'a fait le jeune homme qu'on a vu sur la vidéo. Quand on a commencé 100 000 entrepreneurs il y a 10 ans, 8 jeunes sur 10 voulaient travailler dans la fonction publique. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 veut monter son entreprise. Alors, ce n'est pas grâce à 100 000 entrepreneurs, c'est grâce aux centaines d'associations sur tout le territoire qui travaillent sur ce sujet, qui œuvrent sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a urgence. Pourquoi il y a urgence? Et c'est pour ça que chez 100 000 entrepreneurs, on a décidé aussi de mettre un accent particulier sur un certain nombre de sujets. Il y a urgence parce que les jeunes dans les quartiers dits difficiles, ces jeunes qui ont plein de talents, pensent encore que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour eux. Et nous, on est là pour leur dire, mais si, c'est pour vous, comme pour tout le monde. Vous avez un talent fou, donc écoutez-vous et puis mettez-le en œuvre. Il y a encore des jeunes femmes qui pensent que l'entrepreneuriat n'est pas féminin. Mais bien sûr, l'entrepreneuriat s'adresse tout autant aux jeunes femmes qu'aux hommes. Et puis, il y a cette sensibilisation aux métiers de demain. Si on ne maîtrise pas les métiers du digital, la façon d'utiliser les données, si on ne maîtrise pas ces sujets de demain, on va vite être obsolète par rapport aux besoins du marché. Donc, on veut créer des emplois, on veut innover, il faut être sensibilisé aux métiers de demain. C'est ce qu'on fait aussi chez 100 000 entrepreneurs. Et enfin, il faut absolument créer un pont entre l'éducation et le monde de l'entreprise. Donc, on propose des stages, on propose des contrats d'apprentissage. Donc voilà, 100 000 entrepreneurs aujourd'hui, c'est non seulement donner envie d'entreprendre, mais c'est également sur certains sujets qui deviennent de vraies urgences, l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat dans les quartiers, les métiers de demain, les stages, l'apprentissage. Là, on est là, dans les classes, pour créer ces passerelles. Grégoire Sainty, on va passer une journée ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Quels sont les messages que vous souhaitez
qu'il ressorte de cette journée passée ensemble? Mais en fait, cette journée, c'est d'abord un cri d'espoir. Pour pousser un cri d'espoir, parce que le système bouge. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et votre présence à toutes et à tous aujourd'hui est là pour en témoigner. Mais c'est un système qui ne bouge pas assez vite. Et c'est ça l'enjeu, parce que la réalité, et nous le savons tous, c'est qu'il n'a pas bougé depuis 40 ans. Avec, d'un côté, un taux de chômage aujourd'hui en France qui est de 9,5%, et des entreprises qui ont un mal fou à recruter. Je répète, parce que c'est provocateur de dire ça, les entreprises qui, aujourd'hui, en France, ont un mal fou à recruter. L'histoire de Jonathan Angelov, c'est celle de l'espoir. C'est un entrepreneur de 30 ans dont j'ai fait la connaissance à l'occasion du G20 des entrepreneurs qui avait lieu à Buenos Aires en Argentine, avec une maman d'origine bulgare, un père inconnu, et puis il s'est retrouvé à 15 ans à la DAS. Il a fini par continuer ses études et puis arriver à passer un bac technologique et ensuite passer en DUT. Puis ensuite, il y a un prof qui un jour a eu confiance en lui et qui lui a dit « Bon ben écoute, tu pourras y arriver ». Il est devenu le premier étudiant avec un bac techno à rentrer à l'ESCP. Et puis aujourd'hui, il est le cofondateur d'une des boîtes les plus brillantes en France qui s'appelle Aircall. Donc en fait, l'enjeu c'est quoi? C'est aussi de pousser un cri d'alarme. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 1,3 million de jeunes en France qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en entreprise. Et ça s'appelle tourner le dos à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on bâtit le désespoir. Et c'est comme ça qu'on crée des situations irréversibles, comme celles qu'on ne veut pas se voir se reproduire, comme celles qui se sont produites encore ce week-end à Paris. Et en fait, on est face à quoi? On est face à, je rappelle que la France était 5e au classement PISA il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est 25e. Et on sait que dans l'économie du 21e siècle, qui est celle de l'économie de la connaissance, l'enjeu, c'est pas de passer de la 25e à la 50e place, c'est de revenir dans les 5 premiers. Et pour revenir dans les 5 premiers, il faut tout changer, parce que la 3e révolution industrielle, elle est en train de tout transformer. Et je voudrais juste rapidement montrer que cette 3e révolution industrielle, elle se transforme autour de 3 tendances de fond. La première tendance de fond, c'est celle, comme l'a rappelé Philippe, celle de l'Internet. D'abord, celle de l'Internet des humains, qui se propage depuis 1995. Et maintenant, l'Internet des objets, qui est en train d'arriver à la vitesse de la lumière. Il y aura 40 milliards d'objets Internet connectés en 2020. Il y a une 2e révolution, qui est celle de l'énergie, qui est en train de basculer d'un statut de produit à un statut de service. Un peu comme l'information, chacun d'entre nous va consommer et produire de l'énergie comme on produit de l'information. Et puis une 3e tendance de fond, c'est qu'on passe d'un modèle vertical à des modèles transversaux qui, évidemment, touchent aussi le domaine de l'éducation. Donc la clé de cette économie de la connaissance, ou de ce nouvel or noir qui est constitué par la masse extraordinaire d'informations qui est produite, qu'on appelle le big data, c'est la capacité à extraire de la valeur au travers du data mining, de la connaissance, d'être capable de comprendre ça et de faire de chacun d'entre nous des chasseurs-cueilleurs dans l'économie de la connaissance. Et la clé de la réussite de cette évolution se situe autour du capital humain. C'est chacune et chacun d'entre vous qui constitue la clé de cette révolution, parce que la technologie sans l'humain, eh bien, c'est strictement rien. Et donc, si on veut faire en sorte que ça marche, il faut que chacune et chacun d'entre vous soit capable de s'en emparer. Et donc, l'éducation, elle connaît une triple révolution. Du plus jeune âge, l'éducation du plus jeune âge jusqu'à la fin des études se transmet de moins en moins de haut en bas, avec un sachant, un enseignant et un apprenant, l'élève, mais de plus en plus de manière transversale, sous la forme d'un partage d'expériences, car l'éducation, c'est avant tout une expérience sociale. La 2e révolution de l'éducation, c'est celle de la formation, tout au long de la vie professionnelle, parce que c'est une aberration en France de considérer qu'on arrête d'apprendre à l'âge de 20 ans ou de 22 ans. Et tout au long de la vie professionnelle, ça ne devient plus une option, mais essentielle, à la fois pour l'employabilité des individus, mais aussi pour exercer leur capacité à exercer leur travail à la fois de manière efficace, pertinente et passionnante. La formation professionnelle est clé.
change totalement de nature. D'occasionnel et essentiellement en présentiel, c'est-à-dire on allait faire une formation. La formation professionnelle devient un service continu, digitalisé, en particulier au travers des MOOC, des Massive Open Online Courses, de plus en plus social, car apprendre est une expérience qui a du sens quand elle est partagée, et de plus en plus itérative et personnalisée, car chacun d'entre nous apprend différemment, d'où l'enjeu des systèmes intelligents d'apprentissage. Je le redis, chacun d'entre nous apprend différemment. L'investissement dans le capital humain, au travers de l'éducation et de la formation professionnelle, devient la clé de la réussite, de la capacité de la transformation des grandes entreprises, des villes, des régions comme des États, comme des individus. Singapour, qui s'est réinventé avec un succès extraordinaire depuis 50 ans, comme une économie monde au sens où Fernand Braudel l'avait défini, parce qu'elle est devenue une smart city. Schneider Electric dans le domaine de l'électricité, ou LVMH ou Kering dans le domaine du luxe et de la mode, se sont réinventés en investissant massivement dans l'innovation et la formation du capital humain. Car l'un et l'autre sont désormais indissociables, tant le succès de l'innovation est lié par le fait que l'ensemble des salariés de l'entreprise adhèrent, comprennent et deviennent, grâce aux soft skills, le moteur de cette transformation. Tant les individus que les entreprises, les villes et les États doivent devenir apprenants et agiles, c'est-à-dire capables de se transformer pour se positionner dans une économie où les formes d'organisation sont radicalement différentes, où chaque individu redevient entrepreneur de son destin, chasseur-cueilleur, acteur individuel et collectif de ce processus irrésistible de destruction créatrice, parfaitement décrit par Joseph Schumpeter en 1911. Dans l'économie de la connaissance, comme à l'époque de Sapiens, le culte du diplôme doit disparaître pour laisser la place à la culture de la compétence. Apprendre à apprendre est la clé. Et comme le rappelait Albert Camus, l'homme n'est rien en lui-même, il n'est qu'une chance infinie, mais il est le responsable infini de cette chance. Merci infiniment et bonne journée. Merci, Grégoire. Philippe Ayat disait à l'instant qu'il y a une dizaine d'années, on était à 8 sur 10, étudiants qui souhaitaient plutôt des carrières plutôt protégées dans l'administration ou dans la haute administration. Aujourd'hui, 1 sur 2 souhaite créer une entreprise, ça veut dire qu'ils vont le faire. Et vous constatez aussi, vous, dans votre quotidien, cette évolution vers l'entrepreneuriat ? Ce qui est incontestable, on le voyait avec Christophe Chenu il n'y a pas longtemps à Dauphine, c'est qu'il y a une appétence pour l'entrepreneuriat qui est gigantesque. Et cette appétence pour l'entrepreneuriat, elle est gigantesque en 2 sens. D'abord parce que chaque étudiant s'immerge au travers de ce monde nouveau qui se dessine, au travers d'Internet, avec tous les côtés positifs et tous les côtés négatifs. Mais ils vont en général, je dis ça de manière taquine, plus vite que leurs professeurs parce qu'ils sont digital natives. Et la deuxième chose, c'est qu'ils comprennent que ce monde qui leur ouvre les bras, eh bien, ouvre plein de possibilités. Et donc, on a un bouillonnement, comme le rappelait Philippe tout à l'heure, extraordinaire en France sur le plan entrepreneurial ou intrapreneurial. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'il faut le faire germer, il faut le faire grandir, il faut lui donner les bases pour qu'il puisse se déployer et prendre toute sa dimension. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de ne faire ça de manière inclusive parce qu'on ne peut pas laisser 1,3 million de jeunes à côté du système qui sont complètes. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Un tout petit mot avant de lancer la première conférence de cette matinée. Oui, je voudrais juste conclure sur, vous demandiez, Bruno, tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on attend de cette journée ? Je crois que la première chose déjà qu'on attend de cette journée, c'est de faire prendre conscience qu'il y a une extrême urgence à ce que les choses évoluent. Extrême urgence parce que cette jeunesse doit être fière d'elle d'abord. Elle doit être convaincue qu'elle a un talent fou. Et vous devez, vous tous et vous toutes, croire en vous. Et nous, on compte sur vous. Et nous, on croit en vous. Donc vous devez embrasser cet avenir et vous avez tout le talent pour le faire. Vous le ferez d'autant mieux que vous bénéficierez de l'expérience d'entrepreneurs qui l'ont fait aussi chacun à leur manière. C'est la raison pour laquelle on vient vous parler dans vos classes. Alors comment faire pour aller vite ? Parce que le monde n'attend pas, parce que l'innovation n'attend pas, parce que qu'on le veuille ou pas, on vit dans un monde qui va très vite, qui est mondialisé, qui est très innovant, donc il faut aller à son rythme. Ce rythme n'est en général
Évidemment, pas le même que les rythmes habituels administratifs ou les rythmes d'un État. Donc, comment faire pour aller plus vite? Je me tourne vers le recteur de Paris qui nous a fait la gentillesse et l'honneur de nous accompagner ce matin, mais à travers vous, d'une manière générale vis-à-vis des pouvoirs publics, on est là pour vous aider à aller plus vite. Et vous pouvez compter sur la mobilisation de centaines de milliers d'entrepreneurs qui ne viennent pas du tout polluer l'éducation, mais qui viennent construire avec l'éducation. On n'est pas là pour remplacer l'acquisition des savoirs fondamentaux, on est là pour les compléter avec une idée très opérationnelle que nous vivons de l'évolution du monde. Donc, on pourrait imaginer, alors on peut prendre le cas d'exemple de 100 000 entrepreneurs, on sensibilise 10% d'une classe d'âge en 10 ans, comment on sensibilise 100% en quelques années? On pourrait par exemple imaginer que nous utilisions vos relais territoriaux pour diffuser ce que nous faisons au plus près du terrain. On pourrait imaginer une place systématique dans les programmes. On pourrait imaginer sanctuariser une partie des investissements d'avenir vers ce type d'action, puisque nous ne faisons que parler d'avenir. Merci. Philippe, merci beaucoup. Grégoire Sainty, merci beaucoup. On va maintenant... Il faut considérer que cette conférence est ouverte officiellement. On va passer maintenant à la première de notre table ronde. Juste avant, je voulais préciser que nous sommes ici dans un public d'entrepreneurs, mais aussi d'étudiants. Et je voulais vous saluer, plus de 150 élèves d'Île-de-France qui sont ici, accompagnés de leurs enseignants. Et on est bien là dans la relation entrepreneurs, enseignants et étudiants. C'est bien ça qui fait le triptyque qui va permettre de réussir et de développer encore plus l'entrepreneuriat. Signe bien sûr que ces univers communiquent maintenant beaucoup plus. Merci bien sûr à l'Académie et au recteur qui nous fait la présence personnelle d'être là aujourd'hui. Et puis je voudrais saluer plus précisément les lycées qui sont là, le lycée Initiative. Voilà, vous êtes là? Coucou, bonjour, Jean Jaurès. Voilà, bonjour, Roger Verlaume. Bienvenue donc ici, Edgar Quinet. En force, et puis Protectorat Saint-Joseph, qui sera là certainement cet après-midi, puisque vous êtes là, bonjour, puis cet après-midi également, d'autres étudiants seront avec nous. Premier grand thème donc, de la matinée, la révolution de l'éducation que je propose d'aborder à partir de apprendre et transmettre autrement. On a vu, si on veut rebondir sur la vidéo de Jonathan, que c'est vraiment une des clés, un des éléments importants de transformer la façon d'apprendre et de transmettre.